sur carrefour.fr. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pilet. À presque 8h12, voici l'éditorial politique avec Le Figaro. Et sur Radio Classique, nous accueillons Célestine Gentilhomme. Célestine, bonjour. Bonjour. 72 heures après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les présidents américains et russes, vendredi en Alaska. Nouvelle étape aujourd'hui, Volodymyr Zelensky reçu à la Maison-Blanche. Il doit rencontrer Donald Trump dans le bureau ovale. Le président ukrainien ne vient pas seul à Washington. Oui, Volodymyr Zelensky veut s'éviter de revivre la scène de février dernier. Lui qui avait été chahuté, si ce n'est humilié par le président américain devant les caméras du monde entier. Cette fois, le chef de guerre a donc choisi de venir entouré d'une armada de dirigeants européens, parmi lesquels Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni et surtout Emmanuel Macron. De quoi redonner du poil de la bête au président français qui, comme tous ses homologues européens, s'était retrouvé un petit peu spectateur impuissant de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Le chef de l'État n'avait dû se contenter que d'un été studieux au fort de Brégançon. Là-bas, il a enchaîné coups de fil, visioconférences, pour tenter en vain de peser sur les discussions, quitte à paraître parfois un peu à contretemps, un comble pour un président qui s'imaginait regagner des points sur l'international. Oui, le chef de l'État qui doit décoller dans quelques heures maintenant. Est-ce que cette venue d'Emmanuel Macron à Washington peut le relancer ou l'issue est courue d'avance? Bien, il faudra tout scruter à partir d'un précepte simple. Donald Trump parlera avant tout à ses électeurs, à l'America First, qui ne souhaitent qu'une paix immédiate pour que rapidement l'Ukraine ne soit plus un sujet. Et ses électeurs, justement, ils commencent à s'impatienter. Donald Trump ne cédera à rien chez lui, si près du but. Et l'on sait que l'Europe refusera une Pax Romana russo-américaine. Emmanuel Macron, comme les autres, risque donc d'être un peu condamné à la figuration. Que restera-t-il de cette belle image du vieux continent, front uni autour d'une même table derrière Volodymyr Zelensky? Alors certes, Donald Trump avait accepté de discuter avec les 27 avant sa rencontre avec Vladimir Poutine, mais discuter n'est pas nécessairement écouter et encore moins prendre en compte. Rien d'ailleurs de ce qui a filtré du sommet en Alaska n'a trait aux lignes rouges qu'avaient fixées les Européens. Et on peut se demander, Célestine, si tout cela pourrait se retourner contre Emmanuel Macron. Qu'on ne se fasse pas d'illusions, Emmanuel Macron, à lui seul, n'a pas les cartes en main sur la résolution du conflit, mais sans doute a-t-il plus à y perdre que d'autres. D'abord parce qu'il a toujours mis en scène son soutien indéfectible à la cause ukrainienne, comme son amitié avec Volodymyr Zelensky. On se souvient aussi de la campagne présidentielle de 2022 où l'effet drapeau avait redonné de soudaines couleurs au président candidat. Et c'est encore lui, la même année, qui s'était rendu à Moscou pour discuter en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, jusqu'à incarner un temps une forme de visage de la diplomatie européenne. Depuis, il n'a cessé de s'atteler corps et âme à une Europe de la défense et une Europe puissante. Hier encore, lors d'une conférence de presse, il enjoignit à ne pas céder à la loi du plus fort. Mais face aux deux géants que sont redevenus les États-Unis et la Russie, Emmanuel Macron pourrait bien voir l'histoire le jouer un mauvais tour, et le tout devant ses propres yeux. L'éditorial politique, merci Célestine Gentilhomme. À demain, les Européens font bloc derrière Zelensky, c'est en une du Figaro ce matin. Et je vous propose de prolonger la réflexion avec l'invité de la matinale de Radio Classique. Bonjour Ulrich Bouna. Bonjour. Vous êtes analyste géopolitique, chercheur associé chez Eurocreative, c'est un think tank français sur l'Europe centrale et orientale. Vous nous apportez votre éclairage ce matin à quelques heures d'un nouveau rendez-vous international sur la guerre en Ukraine. Vendredi, le sommet entre les présidents américains et russes, Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, n'a rien donné de concret, on va y revenir. Ce lundi, Donald Trump reçoit à la Maison-Blanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui d'ailleurs est arrivé dans la capitale américaine ce matin. Une rencontre entre les deux chefs d'État. Puis plusieurs dirigeants européens, parmi lesquels Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, vont se joindre à eux. Le secrétaire général de l'OTAN sera également présent, ça fait du monde. Qu'est-ce qui peut concrètement sortir de ces rendez-vous ? C'est compliqué à dire. Je pense que l'objectif principal des Européens et de Volodymyr Zelensky, ça va être de rappeler que la paix, si quand bien même effectivement c'est l'objectif principal, ne peut pas se faire à n'importe quel prix et que sans doute essayer de comprendre ce qui s'est vraiment dit effectivement en Alaska et probablement c'est des conditions dont certaines sont inacceptables pour l'Ukraine et donc effectivement essayer de ramener un petit peu Donald Trump. Donc c'est toujours une espèce de travail de Sisyphe finalement où il faut lutter. Enfin les Européens essaient de lutter un petit peu contre cette tendance de Donald Trump à vouloir prendre un petit peu entre guillemets le parti de Moscou contre l'intérêt de l'Ukraine et des Européens. Qui est le maître des horloges dans cette histoire ou quels sont les maîtres et maîtresses de ces horloges? Est-ce que c'est Donald Trump? Est-ce que c'est Vladimir Poutine à distance? Est-ce que les Européens jouent réellement un rôle?
Alors, effectivement, c'est quand même essentiellement Donald Trump qui peut un petit peu, entre guillemets, faire la pluie et le beau temps, dans le sens où il peut décider de mettre, par exemple, plus de sanctions sur la Russie pour essayer de ramener un peu la Russie. C'est aussi lui qui peut apporter un certain nombre de garanties pour l'Ukraine, et c'est ça, finalement, le sujet. Lorsque les Européens vont venir aujourd'hui à Washington, les Européens ont quand même quelques cartes. Les Européens peuvent... Lesquelles ? Alors, donc déjà, il y a tout l'arsenal de sanctions contre la Russie, finalement. 18 paquets adoptés. Effectivement, probablement 19e bientôt, mais du coup, il faut bien comprendre que ça pose quand même un problème économique à la Russie. Et lorsque la Russie demande une levée des sanctions, c'est essentiellement les sanctions qui sont imposées par l'Europe. Pareil pour les avoirs de la Banque centrale russe gelés en Belgique. Et puis c'est surtout que, en fait, Donald Trump, il attend des Européens qu'ils gèrent finalement la paix, en fait, une fois qu'elle aura été validée, puisqu'en gros, il ne souhaite pas impliquer les États-Unis dans la sécurité de l'Europe, ou en tout cas très peu. Et donc là, en fait, ça donne aussi un levier aux Européens, c'est-à-dire que les Européens, s'ils décident d'avoir un discours de puissance géopolitique, peuvent dire aux Américains, nous, on est tout à fait prêts à assurer la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe par la suite. En revanche, voilà nos conditions pour le faire. Et ça, c'est probablement l'un des axes que vont essayer d'utiliser les Européens face à Donald Trump. Mais sur quel pied danser finalement, passez-moi l'expression, mais hier Donald Trump sur son réseau Truth Social parlait de grands progrès à suivre, disait-il, et là cette nuit il exclut un retour de la Crimée sous contrôle ukrainien et une entrée de Kiev dans l'OTAN. Là, on est quand même dans les revendications de la Russie. Oui, alors après, paradoxalement, pour moi, ce message de cette nuit, autant sur l'OTAN que sur la Crimée, je pense qu'il y a un consensus général. Les Ukrainiens eux-mêmes ont parfaitement conscience qu'ils n'entreront pas dans l'OTAN incessamment sous peu, voire même peut-être pas dans les 10 prochaines années. En revanche, le vrai sujet, c'est le début de ce message, qui est que Volodymyr Zelensky pourrait obtenir la paix dès demain s'il le souhaitait. Voilà. Et donc en fait ça veut dire grosso modo aux conditions de Moscou, c'est ça le sous-entendu. Et il y a des choses qui sont inacceptables pour les Ukrainiens. Donner plus de territoire que ce qui a été conquis par la Russie jusqu'à présent, renoncer à toute garantie de sécurité. En fait c'est ça le cœur du sujet, et c'est probablement ça qui va être au cœur de la discussion. Et lorsqu'effectivement Donald Trump annonce un petit peu la couleur avant même la réunion, ça annonce, comme l'a dit d'ailleurs le président Macron hier, que la discussion va être robuste. On va revenir aux revendications territoriales, mais d'abord j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut dire que maintenant il y a officiellement ou officieusement d'un côté les États-Unis et la Russie, de l'autre les Ukrainiens et les Européens ? C'est un peu l'impression que ça donne, effectivement. Plus qu'avant encore, peut-être. Alors, plus qu'avant. Je sais pas, par rapport au 28 février, au moment où Volodymyr Zelensky s'était fait véritablement étrier dans le bureau ovale, je sais pas. Mais par contre, effectivement, il y a une tendance naturelle. C'est très clair de Donald Trump à essayer à basculer, en tout cas un petit peu, et à s'aligner sur les revendications de Moscou. Les Européens et les Ukrainiens essaient de donner un peu un mouvement de balancier inverse. Mais effectivement, c'est très compliqué, et on a quand même le sentiment que les Européens sont désormais dans une posture où ils font un petit peu du damage control, je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certaines choses sur lesquelles ils ne discuteront plus, l'intégration dans l'OTAN, etc. Mais en revanche, quitte à faire la paix, donc faisons la paix, mais quand même pas non plus à n'importe quelle condition. Rappelons le contexte territorial, Ulrich Bouna. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique. La Russie a annexé la Crimée, péninsule du sud de l'Ukraine, en 2014. Elle occupe en grande partie, voire en quasi-totalité, selon les cas, 4 régions de l'Est de l'Ukraine, ce qu'on appelle des oblasts. D'après une source anonyme citée par l'AFP, l'agence France-Presse, Donald Trump soutient une proposition de la Russie qui consiste à prendre le contrôle total de 2 de ces régions et de geler le front dans 2 autres régions que Moscou contrôle là partiellement. Finalement, ces régions que la Russie contrôle quasi totalement, on appelle ça le Donbass. Pour qu'on comprenne bien, ça représente quoi en termes de population et sur le plan économique ? Est-ce que c'est une région vitale pour Kiev ? Alors, ça l'est plus trop, une région vitale pour Kiev. Il faut bien comprendre qu'une partie le Donbass, c'est à peu près 10% du territoire ukrainien. Grosso modo, c'était avant-guerre, 6 millions de personnes, donc ça représentait à peu près un 1/8 de la population, un peu moins un 1/5. Enfin, entre un 5e et un 8e. Mais du coup, en fait, donc, historiquement, c'est extrêmement important. C'est un bastion industriel, c'est un bastion minier. Pendant l'Union soviétique, c'était une des régions phare de l'Union soviétique. Stakhanov, c'est là qu'il a soi-disant sorti des quantités monstrueuses de charbon. C'était un pool économique vraiment, et un pool économique extrêmement fondamental de l'URSS. C'était beaucoup moins vrai dans la période post-soviétique. Industriellement, c'était quand même, il avait commencé à y avoir beaucoup de chômage, etc. Le sujet, en fait, finalement, j'ai envie de dire que donc cette région
la partie occupée par les Russes, et notamment la partie occupée par les séparatistes, je mets des grands guillemets autour de ça, depuis 2015, les Ukrainiens avaient grosso modo déjà plus ou moins renoncé à ça, même si ça n'a jamais été dit officiellement, mais les Ukrainiens avaient bien compris que récupérer une zone ravagée par la guerre, avec pas beaucoup de population et une population qui désormais a subi 10 ans de propagande pro-russe, ça n'avait pas vraiment grand intérêt. Mais par contre, effectivement, le vrai sujet sur cette partie du Donbass, c'est qu'il y a une partie du Donbass qui n'a jamais été contrôlée par la Russie, à peu près 25 à 30% de cette zone-là, et notamment 2 grandes villes principales qui sont Slaviansk et Kramatorsk. Et ces villes-là, Kramatorsk, c'est le QG de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et donc, en fait, oui, grosso modo, quand Vladimir Poutine dit « moi, je veux récupérer tout l'ensemble du Donbass », ça veut dire c'est-à-dire que l'Ukraine doit céder des territoires qui n'ont jamais été occupés. Et ça, c'est quand même extrêmement compliqué à passer. Les Européens se sont réunis en visioconférence hier, 31 pays présents. Donc, réunion qui précède cette venue à Washington d'Emmanuel Macron, d'autres dirigeants aux côtés de Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron qui s'est exprimé depuis le fort de Brégançon, dans le Var, où il était en vacances. Je l'y étais parce qu'il va décoller très prochainement direction Washington. Il dit que selon son intime conviction, Vladimir Poutine ne veut pas la paix, mais la capitulation de l'Ukraine, alors que Donald Trump, lui, veut la paix, selon le président français. Quelle analyse vous faites des propos du chef de l'État ? Est-ce qu'on avance réellement dans ce dossier ? Il a quand même dit une réalité. Lorsque Vladimir Poutine s'est exprimé en Alaska vendredi, il a repris en fait son discours qu'il tient depuis 3 ans sur les causes profondes de la guerre, sur le fait que les Ukrainiens sont un peuple frère, qu'il faut grosso modo libérer d'un régime tyrannique. Donc on a vraiment effectivement retrouvé en quelques minutes l'ensemble du discours poutinien qui montre véritablement qu'il n'a pas changé d'un iota depuis 2022, qu'il veut obtenir effectivement le contrôle de l'Ukraine, que ce soit militairement parlant ou via des négociations, mais ça reste son objectif principal. Et effectivement, quoi qu'il advienne en Ukraine, la Russie restera une puissance hostile à nos frontières. Elle mène des opérations de déstabilisation dans toute l'Europe et ça va crescendo depuis au moins 2022. Donc c'est un vrai problème. Et par rapport à Donald Trump, en fait, on a quand même effectivement l'impression que Donald Trump veut obtenir la paix à tout prix. D'une part pour obtenir le prix Nobel de la paix, d'autre part aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, parce que c'est ce qu'attend son électorat. Il s'est lui-même engagé en fait à obtenir une paix dans les 24 heures. Donc voilà. Donc effectivement, je pense que c'est véritablement le reflet de tout ça. Et le vrai risque finalement, comme Donald Trump veut obtenir une paix le plus rapidement possible, le problème, c'est qu'effectivement, il a tendance à pencher à côté de Moscou parce que c'est plus simple, en fait, tout simplement, parce qu'il a beaucoup plus de capacité à tordre le bras de Volodymyr Zelensky que de tordre le bras de Vladimir Poutine. Obtenir une paix à tout prix, vous venez de dire, donc possiblement un soutien à des revendications territoriales directes ou indirectes de la Russie ? Complètement. Complètement. Là, pour le coup, effectivement, quand Steve Witkoff s'exprime, on a quand même véritablement le sentiment qu'il n'a pas obtenu grand-chose de la part de Moscou. Les seules concessions, je mets vraiment des énormes guillemets autour de ça, c'est visiblement un gel du front dans le sud, mais finalement ça arrange bien les Russes, et puis ils savent très bien qu'ils n'ont pas la capacité de conquérir des villes comme Zaporijia ou Kherson, qui sont des villes à peu près 1 million d'habitants, et éventuellement 2-3 confettis, 2-3 villages dans le nord à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc il y a eu 0 concession sur les territoires de la part de la Russie, et sur les garanties de sécurité qui sont grosso modo le pendant, c'est-à-dire que les Ukrainiens, ils sont certainement prêt à accepter un gel du front et donc, in fine, des concessions territoriales, même s'ils ne la reconnaîtraient pas légalement parlant. En fait, ça suppose que les Ukrainiens ils veulent être sûrs que la guerre ne reprendra pas derrière. Donc, il faut des garanties de sécurité. Et sur ces garanties de sécurité-là, pour le coup, c'est quand même extrêmement flou, les Américains. Et je pense que c'est l'un des objectifs de la réunion d'aujourd'hui. Il faut comprendre exactement ce que les Américains peuvent et souhaitent faire par rapport aux garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais justement, que peut faire l'Ukraine, que peut réclamer Volodymyr Zelensky ? Est-ce que finalement il va venir dans le bureau ovale avec les dirigeants européens derrière lui, un peu sous forme de garde du corps pour éviter la scène à laquelle vous faisiez référence, la scène de fin février, ou est-ce qu'il peut réellement obtenir des avancées, quelque chose de la part de Donald Trump ? Ça va être compliqué. Les Américains ont quand même ouvert une petite porte. Ils ont dit qu'ils allaient participer aux garanties de sécurité pour l'Ukraine. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais je pense qu'il va essayer de s'engouffrer dans cette brèche. Il va déjà essayer de dire à Donald Trump qu'effectivement, lui aussi, il est pour la paix, mais pas un peu à n'importe quelle condition. En tout cas, pas aux conditions totalement de Moscou. Et donc, effectivement, l'objectif, ça va être d'obtenir des... je pense que d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit hier, c'est-à-dire que les Européens et les Ukrainiens, je pense, vont arriver avec directement... des plans pour des garanties de sécurité de l'Ukraine, des plans extrêmement concrets. Voilà, grosso modo, on va, assurer une police du ciel de l'Ukraine, on va peut-être déployer des instructeurs dans l'ouest de l'Ukraine, ce genre de choses. Pas des troupes en première ligne, mais voilà. Et donc, du coup, dire aux Américains, voilà ce qu'on va faire.
du coup, où est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous allez faire de la logistique? Est-ce que vous allez positionner une centaine d'avions de chasse américains, par exemple en Pologne, pour intervenir si jamais les Russes reprendraient l'offensive? Donc c'est ça, en fait. Je pense qu'ils vont essayer finalement, les Européens et les Ukrainiens vont essayer de contourner un petit peu les conditions de Moscou en disant nous sommes pour la paix, mais voilà ce qu'on propose du coup pour y arriver. Pour essayer d'amadouer Vladimir Poutine finalement? Alors déjà pour essayer d'amadouer Donald Trump et pour qu'ensuite Donald Trump finalement dise à Vladimir Poutine bon ben voilà, je suis d'accord effectivement avec on est tous d'accord pour arriver à la paix, voilà grosso modo les quelques conditions supplémentaires, mais la vraie question, et c'est vrai que là pour le coup vous avez parfaitement raison, c'est que est-ce que Vladimir Poutine les acceptera? C'est quand même peu probable, et donc que fera finalement Donald Trump? Est-ce qu'il décidera finalement enfin d'imposer un peu de pression à Vladimir Poutine, ou est-ce qu'au contraire il décidera d'envoyer tout balader en disant c'est beaucoup trop compliqué, je n'y arrive pas et débrouillez-vous entre vous? Non, si je vous suis, Elric Bouna, finalement, en venant à Washington, les Européens, ils vont tenter, en quelque sorte, de se connecter à ce qu'on appelait la ligne rouge Washington-Moscou, c'est ça? Il y a un peu de ça, effectivement, et éviter justement que cette connexion, cette ligne rouge entre les deux fonctionne trop bien aux dépens des Européens et des Ukrainiens. On est vraiment dans un moment où si l'Europe n'arrive pas justement à influencer sur le cours des choses, n'arrive pas à s'asseoir à la table des négociations, effectivement, ça va être très compliqué ensuite de venir dire que l'Europe souhaite être une puissance géopolitique et peut peser sur les affaires du monde. Le sommet en Alaska vendredi, il a marqué le retour de Vladimir Poutine au plan international, lui qui a déclenché la guerre par l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans et demi, qui est venu sur le sol américain malgré un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Finalement, est-ce que c'est Vladimir Poutine le grand vainqueur de cette séquence, même si elle est toujours en cours? Voilà, sur le fond, c'est compliqué à dire, mais sur la forme, oui, complètement. Effectivement, il a été complètement réhabilité. Les images sont quand même frappantes, tapis rouge, applaudissements. Enfin, donc la séquence est quand même assez incroyable et il va probablement énormément capitaliser là-dessus. Il a, semble-t-il, quand même pas obtenu tout ce qu'il voulait. Il est quand même venu lui aussi avec une grosse délégation. Il était notamment sur la partie financière et économique. Il n'y a pas eu, enfin ces intervenants, notamment le ministre des Finances, n'ont pas du tout intervenu. Donc pour le coup, il n'a probablement pas obtenu la réhabilitation totale et entière qu'il espérait de la part de Donald Trump. Mais en revanche, sur la forme, oui, là c'est clairement le grand gagnant de cette séquence. On a parlé de garantie de sécurité, on a parlé de ligne de front avec vous, Elric Bouna, mais au milieu de tout ça, il y a quand même la question de l'arrêt des combats. Et ça, Moscou ne veut pas de cesser le feu à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut vraiment avancer? Est-ce qu'on peut trouver une issue sans arrêt des combats? Ça me paraît compliqué. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Ukrainiens et les Européens avaient toujours posé ça comme prérequis. Même Donald Trump, il a viré Kazakh vendredi dernier, mais à la base, c'est ce qu'il avait dit. Et ça semble plutôt cohérent d'avoir d'abord un cessez-le-feu et ensuite de parler du fond. Le problème, c'est que finalement, comme Donald Trump s'est rallié à cette idée de Vladimir Poutine, qui cherche quand même essentiellement à gagner du temps dans cette démarche, les Européens sont un petit peu obligés de suivre le mouvement. Donc ils ont effectivement dit ok, très bien, parlons du fond, mais si parlons du fond avec un certain nombre de lignes rouges, et donc finalement ils essayent. L'objectif aussi des Européens, c'est de ne pas s'aliéner complètement Donald Trump et de faire en sorte et d'arriver dans une situation où finalement Donald Trump, c'est ce que je disais tout à l'heure, abandonnerait les Européens, arrêterait l'aide militaire, notamment le renseignement pour l'Ukraine, ce qui serait vraiment très compliqué à assumer. Merci Elric Bouna d'être venu nous apporter votre éclairage sur Radio Classique. Vous êtes analyste géopolitique, chercheur associé chez Eurocreative. Interview à réécouter sur radioclassique.fr et notre application. À suivre le rappel des titres.